Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, surtout de votre fidélité à cette rubrique. On va parler santé ce matin avec deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueillera le professeur Alain Séry et le docteur Régine Roche. Et dans un second temps, des étudiants en médecine, Anne-Isabelle Merci, Rode Constant et Golden's Journal. Accueillons sans tarder le premier groupe d'invités pour parler santé, surtout de la douleur. Docteur Roche, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, merci de nous accueillir. Professeur Alain Séry, bonjour. Vous êtes de passage en Haïti. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Et avec vous, on va parler de la douleur. D'abord, c'est quoi la douleur? Comment pourrait-on définir la douleur? Vous faites partie de l'organisation Douleurs sans frontières. C'est comme Reporters sans frontières, Médecins sans frontières. Ce sont des sans frontières. Ce sont des sans frontières. Voilà. Alors, Douleurs sans frontières, c'est quoi la douleur et pourquoi Douleurs sans frontières? La douleur, c'est une sensation que tout être vivant, le mammifère, on pourrait se poser la question, est-ce que les fourmis, les abeilles, tous les êtres vivants de notre planète ont des douleurs? Non, ce sont les mammifères. Donc, nous sommes des mammifères. Donc, nous pouvons ressentir donc, de la douleur et de la souffrance. Et il y a plusieurs types de douleurs. Une douleur qui protège l'espèce, celle qui va signaler une agression, dire quelque chose ne va pas, je vais aller voir mon médecin. Signal d'alarme. Autrement dit, si je n'ai pas de douleur du tout, si je n'ai jamais connu cette sensation, je dois croire que quelque chose ne marche pas. Absolument. Mais vous ne serez pas nombreux. Parce que dans le monde, il y a une quinzaine de cas décrits, pas plus. Pas plus de gens qui ne ressentent pas de douleur du tout. Mais il y en a quand même 15. 15, oui, mais ces gens-là, enfin, malheureusement, je disais ces gens-là, je dis ces patients, parce que ce sont des patients, ils ne ressentent pas du tout de douleur. C'est-à-dire que l'enfant qui fait le tour de la table et qui se cogne, celui qui ne ressent pas de douleur, il va refaire la même chose un quart d'heure après, une demi-heure après. Et donc, ils ne passent pas le stade de l'adolescence parce qu'ils n'ont pas la douleur de l'appendicite, par exemple, et ils meurent de péritonite. Alors, heureusement, il n'y a que 15 cas décrits. Ça, c'est la douleur qui va nous aider, nous, médecins, à dire, soignants, il se passe quelque chose. Mais celle-là, on doit faire céder immédiatement parce qu'elle ne sert plus à rien après. Et de l'autre côté, il y a la douleur maladie, celle qui est là tous les jours, jusqu'à la fin de la vie, qui ne met pas en jeu l'espérance de vie et qui va donc altérer considérablement la qualité de ceux qui ont ces douleurs. Donc, c'est une bonne chose d'avoir de la douleur. La douleur aiguë, c'est tout. Pas la douleur chronique, du tout. Et là, vous êtes contre la douleur chronique? Ah oui, on essaie d'améliorer la vie des gens en matière de... quand ils ont des douleurs chroniques, oui. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme douleur? Une migraine, mal au ventre? Toute sensation qui est désagréable au niveau du corps, c'est une douleur. La migraine, le mal au ventre, mal au bras, quoi qu'il en soit. Alors, vous êtes là ici pour dire quoi aux gens? Pour leur dire de faire attention quand ils ont des douleurs ou quand ils ont de la douleur? La douleur, il ne faut pas rester avec. Il ne faut pas être dans son coin, s'enfermer et rester dans son monde clos en disant c'est comme ça. Non, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut en parler, on peut écouter. On a des médicaments et on a des moyens non pharmacologiques, des méthodes qui ne sont pas médicamenteuses. Il ne faut pas rester dans son coin. Et puis, il ne faut pas non plus dire « je ne bouge pas parce que j'ai mal ». Ça, c'est la phobie du mouvement. Ça n'arrange rien. Il faut bouger. Et puis, il faut aller dans les structures de prise en charge. Il faut aller voir le docteur Roche, il faut aller voir le professeur Denis Fabien, il faut aller voir le docteur Marjorie Raphaël, il faut aller à l'hôpital général, dans ces cas-là, s'il y a un problème de ce type-là. Par exemple. Vous n'encouragez pas le recours à l'automédication, par exemple, non? Bon, l'automédication, en général, quand on a une douleur chronique, ça s'accompagne de beaucoup d'autres choses, parce qu'il y a un retentissement, comme on dit, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau social également, parce que la douleur chronique, ça handicape.
Donc, la prise en charge, en général, c'est pour cela que nous travaillons en pluridisciplinarité. Nous avons plusieurs niveaux de professionnels qui interviennent dans la prise en charge de la douleur chronique. Il y a non seulement les médecins, les infirmières, mais également des psychologues, des rééducateurs, des physiothérapeutes qui interviennent dans une prise en charge pour avoir une prise en charge globale de quelqu'un qui souffre de douleur chronique. Parce qu'une douleur aiguë, c'est une douleur qui va disparaître dès qu'on la prend en charge immédiatement. Par contre, lorsque la douleur se chronicise, ça va devenir comme un cercle vicieux. La douleur se chronicise et ça va atteindre tous les niveaux de la vie de cette personne. Ça va agir sur son état émotionnel et même entraîner de la dépression parfois. Donc, il faut prendre en charge globalement cette personne. Donc, inutile de parler des analgésiques, non? Oui. Les médicaments antidouleurs, vous voulez dire, les antidouleurs. Oui, ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi, fixé au cas par cas, il n'y a pas une douleur, mais des douleurs. On ressent chacun de façon différente la douleur, avec notre vécu, avec notre éducation, etc. Et donc, il faut un programme personnalisé, patient par patient, au cas par cas. Alors, l'organisation Douleurs sans frontières, j'imagine que vous êtes en Haïti depuis le 12 janvier. Oui. Et là où il doit y avoir beaucoup de gens à avoir des douleurs chroniques. Les petites douleurs passagères, on en a tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle forme de prise en charge? Combien de patients que vous avez? Là, je vais laisser Dr Roche. En moyenne, nous avons environ 1000-1200 consultations au cours de l'année. Vous avez dit 1 millier, non? C'est ça? Oui. 1 millier de personnes? Consultations. De consultations. De consultations au cours de l'année. Et avec environ 250 personnes qui sont suivies au cours de cette année, par exemple. Et vous faites quoi? Nous les prenons en charge avec des médicaments, certes, mais également avec des moyens qui ne sont pas des médicaments, comme la neurostimulation, etc. Et nous les aidons à gérer leur douleur et à vivre avec leur douleur, à améliorer leur niveau de vie et leur niveau à les soulager. Voilà. Alors, quel genre de patients que vous recevez? Des patients qui ont des douleurs au cou, à la tête, à la gorge, aux pieds, à la jambe, au bras, à la poitrine? Nous recevons tout type de patients. Les douleurs que nous avons le plus souvent, c'est les douleurs mécaniques, de l'arthrose, par exemple. Ensuite, on a également beaucoup de patients qui souffrent de neuropathie, la neuropathie diabétique, par exemple. Les patients qui ont des maladies chroniques ont également des douleurs. Des douleurs post-ACV, ce qu'on appelle le stroke couramment. Nous les recevons et nous avons également des patients qui sont suivis. Un tiers des patients sont des patients qui sont en soins palliatifs. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont atteints d'une maladie chronique évolutive au stade terminal et que nous accompagnons pour la fin de vie. Est-ce qu'on a mal à tous les âges de la vie? Oui, bien sûr, on a mal à tous les âges de la vie. Et le problème, vous avez raison de souligner, sont les âges extrêmes. On pensait, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, que le nouveau-né, le petit enfant, ne ressentait pas de douleur parce que le système nerveux était immature. Nous savons que c'est faux. Et nous avons eu tort. Maintenant, nous savons qu'en chirurgie néonatale, chez le petit, même dans le ventre de la mère, eh bien, l'enfant peut ressentir des douleurs. Et c'est vrai aussi chez les sujets âgés. Finalement, aux âges extrêmes, on rencontre les mêmes problématiques. C'est l'identification de la douleur. Un infarctus du myocarde, chez le sujet âgé, ce n'est pas forcément une douleur thoracique. Ce n'est pas comme ça que ça va s'exprimer, par exemple. Donc c'est très différent. Par contre, il y a un domaine pour lequel, dans l'ensemble des pays, ce n'est pas uniquement Haïti, mais ce n'est pas uniquement aussi en France. C'est la question que j'allais vous poser, à savoir est-ce que dans tous les pays c'est pareil? Oui, mais en santé mentale, par exemple. En santé mentale, chez les schizophrènes et les autistes, nous ne savons pas identifier les douleurs. Nous avons une très mauvaise prise en charge et il faut dépister ces douleurs qui ne s'expriment pas de la même façon. L'individu ne s'exprime pas de la même façon. Alors bien sûr, il y a l'aspect culturel. L'aspect culturel, dans une maternité, quand vous avez des Italo-américaines dans l'État de New York avec des Irlando-américaines, on comprend tout de suite qu'il n'y aura pas le même niveau de douleur, même si c'est le premier accouchement et si c'est le premier enfant. Donc il y a tout cet aspect culturel qui rentre en ligne de compte, oui, bien sûr. Donc ça va différer en fonction des pays. Mais nous avons tous le même circuit.
Nous avons tous le même squelette neurologique, nous avons tous la même circuiterie neuronale. Qu'on soit né en Suède ou qu'on soit né en Afrique du Sud, à Haïti ou à Paris, d'abord en France ou à Paris, nous avons tous le même système nerveux. Est-ce que la douleur a un impact sur la société? Oui, bien sûr. Expliquez-nous. Bien sûr. Bien sûr, il y a un impact, parce qu'il y a plus de consommation médicale, donc on voit plus de médecins que ceux qui n'ont pas de douleur. On est hospitalisé plus souvent. C'est 2,5 fois les chiffres, les études montrent que c'est 2,5 fois plus que les gens qui n'ont pas, que les patients qui n'ont pas de douleur. Il y a un impact sur les arrêts de travail, sur les kinésithérapies, sur la consommation de médicaments. Ils achètent plus de médicaments. Donc ils consomment plus de médicaments. Et puis parfois, ils ne tolèrent pas très bien les médicaments. Et puis il y a un impact sur l'impact sociétal. Il y a l'absentéisme et le présentéisme. Et l'absentéisme, c'est je suis en arrêt de travail et je suis absent. Et le présentéisme, c'est je veux continuer mon travail, parce que je suis fier, parce que j'ai envie de le faire, parce que je veux me rendre utile. Et là, ça coûte plus cher à la société que l'absentéisme. Parce que j'occupe un poste et je fais mal mon travail et je produis moins. Donc oui, il y a un impact et un impact important. Est-ce que la douleur est aussi... Quel que soit le pays. Quel que soit le pays, ok. Est-ce une priorité de santé? Alors, moi je dirais, après je laisserai le docteur Roche s'exprimer, oui, c'est une priorité de santé. Mais c'est une priorité de santé, il y a des pays dans le monde où la priorité, eh bien, c'est la lutte contre le paludisme, contre la malaria, c'est la lutte contre les mines antipersonnelles, c'est la lutte contre le sida, la protection, etc. Il y a les vaccinations. Donc il y a d'autres priorités pour le système de santé, mais pour l'individu. Pour l'individu en tant que tel, eh bien, c'est une priorité. Quand on n'a plus d'espoir, quand la vie est rythmée par les médicaments, quand on a mal tous les jours, on est dans un tunnel où on ne voit pas le bout du tunnel et on ne sait pas comment s'en sortir. Et il y a un certain nombre de patients qui disent que ce n'est plus la peine de vivre parce que la vie n'a plus aucun goût et il faut que je termine ma vie le plus vite possible. Ça existe. Est-ce que la douleur est-elle toujours accompagnée de lésions? Non, absolument pas. Et là aussi, c'est un grand problème, vous avez raison. Il y a des douleurs avec des lésions d'organes et il y a des douleurs pour lesquelles il n'y a pas de lésions d'organes. Et c'est ça la problématique de faire reconnaître à l'entourage et à la famille. C'est pas parce que si j'ai un bras en moins, une grosse tumeur du visage, ma famille va me comprendre. L'entourage, les voisins vont me comprendre. Mais si je suis normal et j'ai par exemple une fibromyalgie, il y a des choses comme ça, c'est des douleurs musculaires ou musculo-tendineuses, ça ne se voit pas. Je suis normal anatomiquement, mais j'ai très mal. Notre travail à nous, c'est de croire toujours le patient. On ne met pas en doute ce qu'il dit. S'il vient, c'est qu'il a quelque chose, il a un mal-être. Et ça, que ce soit à Port-au-Prince ou ailleurs. Il a mal, il faut le voir. Ça, c'est la première chose. Est-ce que le traitement de la douleur est un luxe? Bon, le traitement de la douleur n'est pas un luxe parce que... Comme on vous le disait tout à l'heure, à part les médicaments, il y a des médicaments, certes, mais il y a également la prise en charge globale, avec des traitements qui ne sont pas médicamenteux. Okay. Et là, vous nous dites aussi que ce ne sont pas seulement les médicaments qui peuvent traiter la douleur. Oui. Il y a d'autres méthodes, d'autres procédés. Donc, pour être au courant de ces méthodes, il faut venir au centre, non? Bon, oui, et bon, on peut vous les citer rapidement. Il y a l'hypnose, il y a la neurostimulation, il y a la médecine fonctionnelle. Il y a plusieurs moyens de prendre en charge la douleur, autres que les médicaments. Ok. Oui, allez-y. Oui, je voulais revenir sur le profil épidémiologique, parce que le professeur Seri a dit qu'il y avait d'autres priorités, certes, le paludisme et tout ça, mais le profil épidémiologique d'Haïti a tendance à changer maintenant. On a beaucoup de maladies chroniques maintenant. Donc, c'est une réalité aussi ici dans les pays en voie de développement. Ici en Haïti, c'est une réalité. Il faut parler de la douleur et de la prise en charge de la douleur. Parce que la plupart des maladies chroniques s'accompagnent de douleurs chroniques. Oui, quand je disais ça, je pensais, puisque vous me parliez tout à l'heure de douleurs sans frontières, donc je pensais dans les dizaines de pays où nous sommes. C'est-à-dire qu'en Angola, au Mozambique ou à Madagascar, il n'y a pas du tout la même problématique. Et là, c'est les problématiques dont je parlais. Mais effectivement, là, vous êtes dans une évolution sociétale pour laquelle l'espérance de vie augmente et va augmenter. Donc vous serez confronté à des pathologies chroniques et à des douleurs chroniques, parce qu'en avançant en âge, on a plus de zona, plus de diabète, plus d'hypertension, plus d'arthrose.
etc. On a plus donc de cancer, par exemple, hein, on a plus de cancer. Hein, à l'époque de Napoléon, les gens mouraient à 35-40 ans sur un champ de bataille, alors ils n'avaient pas de cancer. Hein, et donc là, l'allongement d'espérance de vie fait qu'on est confronté de plus en plus. Et que c'est normal, c'est notre métier. Et si on fait de la médecine, c'est parce qu'on aime bien les gens. Si on n'aime pas les gens, il faut changer de métier. Et donc, quand ils ont mal et quand ils ont des pathologies, eh bien, on essaye de les aider au maximum avec ce qu'on fait. Alors, permettez que je revienne sur ce point-là. On n'arrête pas de parler de douleurs chroniques et de douleurs aiguës. Et est-ce que vous entendez par douleur aiguë une petite douleur passagère, ou encore c'est quoi la différence entre douleur chronique et douleur aiguë? Alors, la douleur aiguë, c'est le signal d'alarme, qui vous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de l'organisme. On s'est frappé, on a mal, c'est ce qui vous permet de savoir que vous êtes frappé. On s'est cassé le bras, c'est la douleur qui donne le signal d'alarme. En général, c'est une douleur qui est due à une chose bien précise, à une cause bien précise et qui est prise en charge. Dès qu'on résout le problème, on n'a plus de douleur. Par contre, la douleur chronique, si cette douleur aiguë n'est pas bien prise en charge, ou s'il y a une autre cause à l'origine de douleur qui survient, qui dure depuis plus de 3 mois, chaque jour, la personne a une douleur qui revient. Ça, c'est ce qu'on appelle la douleur chronique. En général, cette douleur, elle n'est pas seulement due à une cause bien précise. On peut soit trouver ou ne pas trouver une cause à l'origine de cette douleur. Et la prise en charge à ce moment est biopsychosociale. C'est non seulement une prise en charge médicale, mais ça doit également on doit également prendre en charge, parfois on prend même en charge l'entourage de la personne. Parce que ça retentit également sur la famille. Donc, il y a une prise en charge de la douleur et des soins palliatifs en Haïti aujourd'hui? Oui. Oh, oui. Depuis... À Douleurs sans frontières, non? C'est ça? Ou bien ailleurs? À l'unité douleur qui se trouve à l'hôpital de l'Université d'État. Je pense que vous soulevez un point qui est fondamental, c'est la fin de vie. La fin de vie, il y a des recommandations internationales où la douleur fait partie des symptômes de la fin de vie. Et il faut absolument la prendre en charge. Il n'y a pas de mort honorable, mais la fin de vie doit se passer le mieux possible. On va tous mourir. Alors, pas maintenant, mais j'espère le plus longtemps possible, dans la meilleure forme possible. Oui, tout le monde. Mais tout le monde. Ça se saurait sur ça. Mais là, vous feriez un scoop dans une émission. Là. Mais... non, j'ai pas ce souhait. Non. Et donc, les soins palliatifs, c'est parfois une difficulté culturelle, une difficulté religieuse, et il faut une réflexion de société, on dit avec tous les acteurs de la société civile et médicale, pour essayer de déterminer une politique de la fin de vie. Mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Les conséquences de la douleur chronique, Dr Roche? Bon, les conséquences, comme on vous l'a dit, c'est sur la famille, sur l'entourage, sur le travail, sur la personne en elle-même, parce que la personne devient limitée, elle ne peut plus réaliser les activités qu'elle faisait avant. Et la personne également, du point de vue émotionnel, elle souffre. Du point de vue psychologique, la personne souffre. Donc, et au niveau sociétal également, c'est un problème. Donc, pour conclure l'émission de ce matin, on se sent pas bien, on a une douleur quelque part, il faut se rendre... Alors, on ne se sent pas bien, on a une douleur qui dure. Il faut qu'on soit pris en charge. Quand vous dites une douleur qui dure, est-ce que ça veut dire, en ce qui concerne la douleur passagère, l'alerte pour vous répéter, donc on peut s'en passer, non? Non, la douleur passagère, la douleur alerte, en général, les professionnels de santé la prennent en charge correctement. Par contre, les douleurs chroniques, parfois, ne sont pas bien prises en charge. Donc, parfois, il faut s'adresser à une structure qui est spécialisée. En Haïti, quels sont les cas que l'on rencontre le plus souvent en termes de douleurs? De douleurs chroniques? Chroniques. Les cas que nous rencontrons le plus souvent sont les douleurs mécaniques, les douleurs d'arthrose, par exemple. À l'unité douleur, ce sont les cas les plus courants que nous avons. Je pensais que vous alliez me dire la migraine. Parce qu'il y a tellement la migraine, il y en a, mais disent, en termes de pourcentage, non. Non. On a des migraineux, certes. Environ 10% de nos consultations sont des migraineux qui nous consultent. Mais les douleurs les plus courantes
ce ne sont pas les migraines. Je C'est ne dû sais à pas quoi? comment ça se passe Oui. en France de ton côté. Et c'est dû à quoi? Oui. Bah, oui, je ne sais pas. Mais les douleurs neuropathiques, par exemple, c'est des douleurs en rapport avec une lésion du système nerveux, sans rentrer dans le détail. C'est parmi les plus fréquentes. Et c'est souvent les douleurs que l'on rencontre en post-opératoire, mais longtemps après l'intervention. Ce n'est pas lié forcément à l'intervention à un moment donné. Mais ça peut être lié, par exemple, au traitement qui guérisse le cancer. Ça peut être lié, etc. Ça peut être lié aussi à la traumatologie. Et ça c'est des douleurs qui sont donc particulièrement rebelles. Par contre, il y a des douleurs comme la migraine ou les douleurs de la face où on est quand même relativement efficace et également dans le cancer. Ce que je voudrais souligner, si vous permettez, c'est le fait que nos confrères haïtiens ont démarré un diplôme universitaire pour les étudiants, les médecins haïtiens, etc., qui est un co-diplôme avec l'université Paris-Cité-Sorbonne. Donc les gens qui sortiront de ce diplôme seront diplômés de Paris-Cité Diderot-Sorbonne. Ça me semble important. Et aussi, ça crée une émulation. Et il y a la Société haïtienne d'études et traitements de la douleur qui est en train de se constituer. Et ça me semble quelque chose de très important. Il y a 132 chapters dans le monde qui sont regroupés sur l'International Association for Study of Pain. Et donc la société haïtienne, avec des confrères haïtiens, viendront intégrer cette société internationale. Ça me semble quelque chose de très important pour le développement futur. Bon, on va terminer. Je vais vous remercier infiniment, et professeur Alain Séry, d'avoir été disponible pour nous. Mais je m'en voudrais de laisser Dr Roche partir sans lui demander qu'est-ce qu'elle ferait s'il n'y avait pas de douleur, étant donné qu'elle est anesthésiologiste de formation. Je suis anesthésiologiste de formation et donc la douleur, comme on dit, c'est mon pain quotidien, que ce soit en salle d'opération, que ce soit en clinique. Donc, l'adresse de Douleurs sans frontières en Haïti. Alors, le bureau de Douleurs sans frontières se trouve au Bois-Vernat, mais l'unité douleur, l'unité de prise en charge de la douleur, se trouve au niveau de l'hôpital de l'Université d'État, l'hôpital général. L'hôpital général. La clinique externe, c'est ça. Merci, Dr Régine Roche. Merci, professeur Alain Séry. Merci. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Okay, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités du premier groupe, Alain Séry et Dr Régine Roche. Merci de l'intérêt, ne quittez pas. Et au retour, on accueillera Anne-Isabelle Merci, Roger Constant et Golden's Journal des étudiants en médecine. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ils font partie du groupe Zaffaires Santé, Zaffaires La Santé, qu'ils ont eux-mêmes formé dans le but de se rendre utiles. Ils passent donc par les réseaux sociaux pour faire passer des messages positifs. Et ils sont de l'Université Notre-Dame. C'est le moment d'accueillir Anne-Isabelle Merci, Rode Constant et Golden's Journal. Anne-Isabelle Merci, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Rode Constant, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Golden's Journal, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Bienvenue à la rubrique Le Point et c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Et avec vous, vous allez nous dire exactement pourquoi vous avez jugé bon de mettre sur pied ce groupe que vous avez baptisé Zaffaires Santé. Zaffaires Santé ou Zaffaires de la Santé? Zaffaires Santé. Zaffaires Santé. Présentez le groupe là, ça lié. Bon, c'est un groupe d'étudiants en médecine qui a décidé de, promouvoir la prévention de certaines maladies en général. Parce qu'on a constaté que malheureusement, assez souvent, les gens, même s'ils sont malades, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont malades, qu'est-ce qui a causé la pathologie, etc. Ils ne savent pas comment se comporter face à leur maladie. Donc, on a décidé de créer ce groupe pour que lorsqu'une personne entend parler de telle maladie, qu'elle sache vraiment de quoi il s'agit, comment faire pour se protéger et si toutefois cette personne est malade, est déjà malade, alors comment éviter les complications que la pathologie pourrait entraîner. Mais pourquoi vous avez choisi de passer par les réseaux sociaux? Bon,
J'ai choisi les réseaux sociaux parce que je pensais que c'était le moyen le plus simple pour atteindre un maximum de personnes. Parce que j'ai pas mal d'amis sur les réseaux sociaux, des personnes avec qui j'interagis assez souvent. Donc je me suis dit que bon, si j'ai autant d'amis sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas utiliser cette audience pour faire quelque chose de positif? Et je ne perds rien donc. Alors dites-nous, messieurs, qu'est-ce que vous faites, quel rôle vous jouez dans le groupe? Bon, pour les affaires santé, c'est... Alors, Rode Constant. Oui, c'est ça. Pour les affaires santé, c'est toute une équipe. Donc, et comme nous sommes des étudiants jusqu'à présent, donc nous ne pouvons pas nous concentrer à 100%. Donc, on a pu répartir les tâches. Mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de boulot, pas beaucoup de boulot, mais quand, par exemple, on a un sujet à présenter, il y a certains d'entre nous qui sont là pour faire les recherches. Certains sont là pour traduire, parce que les recherches, on les trouve en français et en anglais, mais on veut toujours présenter nos sujets en créole. Et un créole que tout le monde pourra comprendre. Donc, il y a certains d'entre nous qui sont là pour le créole et il y a les personnes qui sont là pour la présentation. D'habitude, c'est Anne-Isabelle ou bien Chama Pierre. Et puis, aussi pour le site, on a un membre qui gère le site et puis il y a des articles aussi, il y a des membres qui écrivent des articles pour mettre sur le site. Golden's Journal, est-ce que l'on peut parler des affaires santé comme étant l'alter ego, je dirais, de Doctissimo? Non? Non, c'est pas la même chose. Je ne dirais pas ça parce que les affaires santé n'est pas Doctissimo en soi. Parce que nous-mêmes, nous visons un public plutôt large, contrairement à Doctissimo qui c'est un site de recherche, de documentation. Et cela dit que ce n'est pas un forum? Non, c'est pas un forum, c'est seulement un groupe. En fait, c'est... Bon, comment je pourrais définir ça? Doctissimo, on trouve sur Doctissimo des articles. Mais les affaires santé, ce n'est pas que des articles, c'est avant tout des vidéos. Des vidéos pour bien expliquer. Et contrairement à Doctissimo, où les termes médicaux, les termes très techniques sont utilisés, les affaires santé utilisent des images pour mieux expliquer. Parce que nous ne nous adressons pas à un public qui est en contact déjà avec la médecine. Les affaires santé n'est pas pour les étudiants en médecine, pour les infirmiers, etc. C'est pour le grand public. Les personnes qui n'ont aucun contact avec le monde médical, mais on veut que ces gens-là soient en mesure de comprendre ce qui se passe dans leur corps quand ils sont malades. Donc c'est pour ça que contrairement à Doctissimo, nous employons des termes très simples et nous faisons beaucoup plus que ça. Ce n'est pas que des articles écrits, mais c'est avant tout des vidéos. Alors, à travers ces vidéos, vous avancez des témoignages ou encore vous rapportez les faits. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? On a utilisé différentes méthodes. Par exemple, il y a des vidéos, c'est seulement une présentation. Donc, il y a la pathologie et puis on parle de la maladie, qu'est-ce qu'elle est, les symptômes et tout. Mais aussi, dans d'autres vidéos, on a, disons, fait des mises en scène pour expliquer, pour présenter une personne qui était malade, patient, médecin, etc. Les symptômes que la personne avait ressentis. Et aussi, on avait même fait une fois un micro-trottoir sur l'infection au VIH. Oh, ok, donc là, c'est du travail quand même. Oui. C'est du travail et vous rendez ça public. Oui. Vous publiez ça normalement. On publie ça. Ok. Sur notre site Santé, sur Facebook. Et sur YouTube aussi. Il y a une page YouTube qui n'est pas vraiment très active, si je peux dire, mais c'est plus sur Facebook. Oui. Et pour notre premier anniversaire, en mars prochain, on va officiellement lancer le site web. Et sur le site, il y aura des articles, les vidéos qu'on a déjà présentées, etc. Et les auditeurs comprennent mieux le travail nous. Oui. Nous, mettez-nous disponibles pour dire tel ça que vous senti, mais qui ça veut dire. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que nous gagnons une série de maladies que nous accordons priorité dans le travail nous? Est-ce que c'est maladies chroniques que nous privilégiées ou bien est-ce que c'est toute qualité de maladie que monde est capable de gagner? Alors, pour ça, en fait, dès le départ, ce que je voulais faire, c'est les maladies les plus retrouvées en Haïti. C'était l'idée de départ.
On a commencé avec certaines pathologies chroniques, par exemple le diabète, l'hypertension artérielle et l'asthme. Mais on a également parlé d'autres pathologies. On a parlé de gastrite, d'ulcère, on a également parlé de l'infection au VIH. On n'a pas vraiment ciblé une catégorie en particulier. Il suffit que cette pathologie-là, c'est une pathologie dont un grand nombre d'Haïtiens souffrent. Alors, on présente la pathologie. Voilà ce que c'est. Parce que quand le patient va chez le médecin, parfois, souvent et malheureusement, le médecin n'explique pas vraiment au patient ce qu'il a. La personne vient, la personne est malade, on lui prescrit des médicaments, on lui dit comment prendre. Mais le malade doit savoir ce qui se passe dans son corps, pourquoi il est malade, qu'est-ce que la maladie en soi, qu'est-ce que c'est. Par exemple, si je dis à la personne hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça le rôle des affaires santé, c'est présenter les maladies pour que les gens puissent comprendre vraiment ce que la maladie en soi est. Aussi, il y a, je dirais, pour ajouter à ce qu'Isabelle a dit, il y a aussi la partie de prévention. On parle aussi comment les personnes peuvent faire pour prévenir ces maladies-là, ou bien si la personne est déjà atteinte, comment vivre avec ces maladies-là. Normalement, on évite de parler d'automédication, de traitement pour éviter l'automédication, parce que nous avons la fâcheuse manie en Haïti d'utiliser n'importe quel comprimé pour n'importe quelle pathologie. Donc, on essaie de ne pas parler de traitement pour éviter l'automédication. Et là, vous êtes là aujourd'hui pour faire savoir aux gens que vous existez en tant que groupe. Oui. Et vous mettez des informations disponibles pour ceux qui en ont besoin. Oui. Comment y accéder? Comment accéder à ces informations? D'abord, il y a notre page Facebook, c'est Zaffaires Santé. On a une page Instagram aussi, du même nom, Zaffaires Santé. Donc, une personne qui va sur notre page Facebook aura accès à toutes les vidéos qu'on a déjà publiées. On a travaillé sur l'hypertension artérielle, le diabète, les douleurs d'estomac, l'infection au VIH. Et il y aura très bientôt une vidéo sur l'asthme. Donc, une personne qui visite notre page Facebook aura accès à nos vidéos. Est-ce que vous avez pensé à vous faire accompagner de médecins, puisque quand même je vous ai présenté comme des étudiants. Oui, nous avons un médecin. En fait, j'imagine que vous ne faites pas ce travail tout seul. Non, il y a un médecin dans l'équipe. C'est le docteur Philippe Demang, c'est notre conseiller, parce que certes, nous connaissons les choses, mais avant de rendre publique une vidéo, il faut quand même la supervision d'un médecin. Donc, c'est le docteur Demang qui est là à cet effet. Un seul médecin? Oui, c'est notre professeur. Vous êtes combien au sein du groupe? Bon, le comité des affaires santé regroupe 8 personnes. Il y a le Dr Demang, il y a Aude Constant, il y a moi-même, Golden, c'est d'autres personnes qui ne sont pas là. Mais nous avons un staff parce que c'est toute une équipe, il y a beaucoup de choses à faire, les recherches, les enquêtes, etc. Et puis au fil des mois, il y a d'autres étudiants qui se sont intéressés au projet et qui ont demandé à rejoindre l'équipe. Et comment vous faites pour faire face aux dépenses? J'imagine que vous devez avoir les moyens pour fonctionner, pour travailler. Bon, assez souvent on cotise entre nous parce que les vraies dépenses qu'on a fait jusqu'ici, c'est nous avons une équipe qui s'occupe des vidéos. Parce qu'avant, on faisait ça avec nos téléphones, on n'avait pratiquement rien à dépenser. Mais il y a une équipe, c'est Wafney Entertainment, qui nous ont vus. Ils ont vu le travail qu'on avait fait, ils se sont intéressés à ça. Et puis ils ont dit qu'ils allaient produire nos vidéos gratuitement. Mais on leur donne un frais pour le déplacement. Donc ceci dit, jusqu'à présent, vous ne dépensez pas beaucoup? Non. Mais à l'avenir? À l'avenir, oui, parce qu'on souhaite légaliser la plateforme, etc. Mais sinon, et puis il y a d'autres personnes, des particuliers, par exemple, pour des vidéos qui ont participé avec nous, qui ont donné leur participation. Alors maintenant, quelqu'un qui nous suit, là maintenant, doit savoir qu'il y a une référence en matière d'éducation thérapeutique. Oui. On peut l'appeler ainsi. Oui. Oui, justement. Et puis, aussi avec le site qu'on va lancer, qui est zaffairessanté.com, on va élargir le cadre parce que ce ne sera pas seulement avec les pathologies. Il y aura d'autres rubriques. Il y aura une rubrique qui parlera des avancées scientifiques par rapport à la médecine dans le monde. Il y aura une rubrique également qui parlera de la médecine en Haïti. Parce que très souvent, on dit que bon, en Haïti, pas une médecine, etc. Mais il y a beaucoup de cas très intéressants
et en Haïti, parce qu'on a beaucoup de médecins compétents. Là, vous me parlez d'avancées dans la recherche, vous voulez dire? Pas forcément la recherche. La recherche, mais des opérations qui se font, des cas qui sont traités en Haïti, mais qui ne sont pas relatés par la presse. Exactement. Donc, oui, mais la presse ne va pas les relater si la presse n'est pas au courant. Justement, donc c'est pour ça que... on va chercher ça et publier ça. Donc on compte faire ça aussi avec le site web qui va être lancé en mars. Okay. Donc vous pensez qu'il y a beaucoup de cas ignorés jusqu'à présent? Oui, beaucoup. Oui, il y en a pas mal. De quel type, par exemple? Vous avez parlé d'opérations, d'interventions chirurgicales, c'est ça? Interventions chirurgicales, que ce soit en chirurgie générale, que ce soit en orthopédie. Il y a des choses très intéressantes qu'on voit dans les hôpitaux, mais le public ne sait pas que ces choses-là, non seulement on les trouve en Haïti, mais on peut également les traiter en Haïti. Les gens ont tendance à penser que s'il y a telle pathologie, il faut aller soit à Cuba ou bien aux États-Unis, en République dominicaine, mais il y a des médecins, de très bons médecins qui font des choses vraiment magnifiques en Haïti, mais le public n'est pas au courant. Et aussi, bon, étant donné que vous faites face à un problème de moyens aussi, peut-être que le patient peut se dire que vaut mieux aller voir ailleurs, étant donné qu'un problème de courant peut arriver, peut se produire. Encore, il y a aussi un problème de moyens aussi qui peut... Est-ce que ce ne sont pas là les prétextes? Et c'est plus intéressant encore, parce que malgré le problème de moyens, nous trouvons ces médecins qui sont capables de faire des... Je ne dis pas des miracles, mais des choses extraordinaires. Malgré le manque de moyens. Bon, eh bien, attendons de voir ce qui va se passer. De toute façon, je suis très content de savoir personnellement qu'il y a un groupe de ce genre qui évolue en Haïti et d'abord qui porte le nom de Zaffaires Santé, ce qui fait déjà la différence. Oui. Donc, Zaffaires Santé, le travail sera confiné à ça. Oui. La santé, les informations, l'éducation et autres. Oui. Mais vous avez dit que vous avez été motivé par quoi? Ok, je ne sais pas exactement comment bien formuler ça, mais c'était un soir. J'ai remarqué que j'avais, disons, environ 4000 personnes sur ma page Facebook. Et ce sont des personnes très actives sur Facebook qui réagissent à tout ce que je publie. Je me suis dit, bon, Isabelle, tu peux utiliser ça autrement. Parce que nous avons tendance souvent à utiliser les réseaux sociaux pour des choses assez futiles. Or, les réseaux sociaux, si on s'y prend bien, on peut faire des choses vraiment très... en tout cas, de très grandes choses à travers les réseaux sociaux. Parce que pour utiliser un réseau social, on ne paye pas, mais on peut partager pas mal de choses. Donc, je me suis dit, étant donné que je suis en médecine, donc je vais utiliser mes connaissances, je vais travailler dans mon domaine pour plus ou moins rendre à la communauté un peu de ce qu'elle m'a donné. Donc, c'est pour ça que j'ai... Vous pouvez me parler de la réaction ou l'accueil? Très, très positive. Vous étiez à 4000 avant et aujourd'hui vous êtes à combien? Non, alors 4000 ça c'est sur ma page personnelle. Mais une fois que j'ai créé Zaffaires Santé et qu'on a commencé à lancer nos vidéos, j'ai eu pas mal de réactions positives par rapport à ça. La première vidéo avait 700 vues et notre dernière vidéo a eu plus de 20 000 vues. Donc, ça avance sérieusement. Ça marche. Oui, ça marche. Vous projetez aussi de rentabiliser? Non, on ne souhaite pas vendre, si je peux dire, nos connaissances. Non, pas vos connaissances. Par exemple, le nombre de vues. Il y a un certain nombre de vues une fois que vous les atteignez. On nous donne de l'argent en échange. Je crois que YouTube fait ça. Oui. Mais non, pour l'instant, on n'a pas... Ça ne vous intéresse pas? Non. Et si quelqu'un utilise votre travail, est-ce que vous allez protéger le nom des Zaffaires Santé? C'est pour ça qu'on souhaite légaliser la plateforme pour que l'État reconnaisse Zaffaires Santé, etc. Comme ça, n'importe qui ne peut pas utiliser notre nom à des fins malhonnêtes. Mais on ne souhaite pas se faire payer ou bien whatever. Est-ce que la plateforme est ouverte à d'autres gens, d'autres médecins, d'autres étudiants? Bien sûr, oui, on est ouvert à toute proposition. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce stade-là, parce qu'avant, au début, c'était seulement les vidéos. On faisait ça seulement avec nos téléphones. Et puis, au fur et à mesure, les personnes ont ajouté des choses. Et on a eu d'autres propositions, on a refusé quelques-unes, on a accepté d'autres. Et c'est ainsi que... Mais est-ce que vous avez invité d'autres étudiants à vous rejoindre? Au départ, nous étions 10, mais parce que je sais que vous êtes... 40. Vous avez dit que vous êtes
à l'Université Notre-Dame. Oui. Est-ce qu'il y a des étudiants de l'Université d'État ou encore d'autres universités privées qui sont dans le groupe? Non. Non, malheureusement, pour l'instant, ils nous supportent. Parce que et à travers les réactions, on peut voir que ces étudiants-là nous suivent et ils nous supportent beaucoup, mais on n'a pas encore vraiment reçu de propositions pour qu'ils puissent intégrer le groupe ou bien faire une activité avec le groupe. Mais nous sommes toujours ouverts à toutes propositions. Vous êtes ouverts. Est-ce que vous avez un dernier mot, Anne-Isabelle Merci, Rode Constant et Goldance Journal? D'abord, j'aimerais vous dire merci de nous avoir reçus pour parler de notre plateforme et je pourrais laisser mon numéro de téléphone s'il y a quelqu'un qui souhaite aider les affaires santé, proposer quelque chose ou bien je ne sais pas. Donc, toute personne intéressée pourrait nous joindre au 46 83 23 80 ou 33 46 40 68. Il n'y a pas une adresse électronique? Pas encore? Pas encore. Pas encore, mais pour nous trouver, ils peuvent aller sur la page, sur Facebook, c'est Affaires Santé, c'est en créole, Affaires Santé Z-A-F-E accent force S-A-N-T-E. Et on nous trouvera aussi sur Instagram. Et puis, pour le site, ce sera sur Moss. Donc, ce sera Moss. Après qu'ils aient émis la page sur Facebook, on leur dira quand le site sera disponible. Merci. Merci Yann, Isabelle, merci. Rode Constant, Goldance Journal. Goldon ou Goldance? Goldance. Goldance, ok. Alors merci infiniment, bon travail. Je vous souhaite du succès. Je souhaite que votre démarche soit aussi comprise par les gens et par les Haïtiens. Et comme je vous l'ai dit avant l'émission, c'est une bonne initiative, voire louable, que les jeunes acceptent de se mettre ensemble pour créer une plateforme qui deviendra donc utile à la communauté. Merci encore une fois d'avoir pensé à Métropole. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.